Notre histoire commence à l'âge d'or de l'humanité, les années 2000. Les gens sont bien habillés, pas comme moi dans la dernière vidéo. Les musiques qui sortent sont toutes des bangers et Evanescence sort son album Fallen avec sa musique phare Bring Me to Life. L'informatique se développe bien et Toshiba renouvelle sa série de laptops, la série des Toshiba Satellite. Notre protagoniste, dont je ne connais ni le nom et avec qui la discussion est presque impossible, a donc acheté un laptop en 2003, le Toshiba SA10. Doté d'un Celeron et de 512 Go de RAM, il sera probablement son daily, mais pas pour très longtemps. La vitre de l'écran s'étant brisée. Non. Là, je parlais du vrai monstre qu'il a acheté après. Le gros V8 américain qui consomme 25 litres au 100. Le 5000... Nous sommes en printemps 2024. Je décide de discuter avec un pote sur Discord de mon HP Pavillon Z2 2000. Et là, il me parle de son Dell. Ouais, allô? Ouais, allô mec, t'aurais pas des vieux PC en stock? Ouais, j'ai un Dell et mon petit frère il a un portable pété. Bah vas-y, je ramène aussi mes chargeurs pour voir si j'en ai un compatible, j'arrive vers 14h. Et donc au final, on a même pas vraiment testé le Dell, car on n'avait pas vraiment trouvé de chargeur compatible, mais les deux PC m'intriguaient. Un avait l'air totalement foutu avec une vitre brisée, et l'autre refusait juste de démarrer. Mais bon, je ne les avais pas testés plus de 10 minutes. Ils avaient une aura presque menaçante, comme si tu t'approchais d'un sarcophage de pharaon qu'il ne fallait pas réveiller. On a globalement refait avec mon pote ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire de la merde avec le Lenovo. On l'avait finalisé d'ailleurs le 18 juin et c'était marrant. Mais il nous restait les Toshiba. On les démarre de nouveau et ils ont toujours l'air aussi foutus. En particulier le SA10 où l'écran est totalement pété et dont les voyants ne sont même pas allumés. C'est-à-dire tu démarres le PC, il n'y a pas le voyant batterie, il n'y a pas le voyant branchement, il n'y a pas le voyant disque dur, t'as rien, t'as aucun voyant qui marche. Je demande à mon pote si je peux ramener le 5200 chez moi pour faire des tests approfondis. Donc je le ramène chez moi. Avec une légère précision. Le jour où j'étais allé tester les différents PC chez lui, j'en avais déjà pour 8 kg de matériel à ramener dans le sac. Ce Toshiba pesant 3,5 kg, le trajet de 5-6 km avec le vélo et avec du dénivelé n'a pas été d'une facilité exaltante. Donc en d'autres termes, j'ai bien douillé. Chez moi, en allumant le PC, je vois qu'il m'affiche le message d'erreur IDE 0 error. J'avais aucune idée de ce que ça voulait bien pouvoir dire. Donc je vais dans le BIOS avec la touche F2. Non, la touche F12, F10, Dell, échappe. Mais attends, mais pourquoi il m'affiche juste la date et l'heure? Il se passe quoi? Je peux rien modifier, ni l'ordre de boot, ni la stratégie de refroidissement, ni les options de boot. Naturellement, je cherche sur Google et en lisant un peu, je me rends compte que pour accéder au BIOS, tu dois... Et en recherchant un peu plus, je remarque que le code 0 correspond à un disque dur endommagé, mort ou absent. J'ai vite eu ma réponse en démontant l'accès rapide du disque dur. Je décide donc de prendre une pause pour réfléchir à mes options pour démarrer le PC. Un démarrage sur disque dur, pas possible, il n'y en a pas, et j'en ai aucun de compatible. Démarrage USB. Abuse pas, le PC il est de 2003. Le démarrage CD, pourquoi pas, on peut tester. Mais pendant que je réfléchis à mes options, j'entends le bruit d'un moteur de réaction. Je check vite fait si c'est pas mon i3 avec le ventilateur Intel qui décide de me faire peur, puis je me rends compte que le son il vient de ma gauche. Puis j'ai la mauvaise idée de toucher le PC. Et putain c'est brûlant! Non mais sérieux, je sais pas à quelle température c'était, mais avec du recul je ne veux même pas le savoir. Bon bah, on va le laisser refroidir 10 minutes hein. J'insère un CD pas reconnu. J'insère un DVD pas reconnu. Merde. Je tente un démarrage par réseau. Ça marche, mais pas assez de RAM. Et au lieu de rajouter les barrettes de RAM que j'ai en stock, je fais une décision bien moins logique. Je décide de démonter le PC pour voir ce qui ne va pas. Déjà, je remarque avec mécontentement l'absence d'un moindre disque dur. Et le lecteur CD tourne à une vitesse fulgurante, une vitesse plus rapide que jamais, de 3 tours par minute. Honnêtement, LG, ils ont qu'à bien se tenir. Visiblement, le lecteur CD, il est HS. Ou au moins le moteur électrique qui est dedans, je ne sais pas réparer ça. Tant pis, je décide d'aller un peu plus loin. Je commence par dévisser les 2 x 10 puissance 23 vis à l'arrière et le PC ne veut pas s'ouvrir. Je regarde un guide sur YouTube et comme un con, je réalise que le PC doit être démonté par l'avant et l'arrière. J'enlève la RAM, je démonte la partie avant et j'arrive à enlever tous les câbles un par un. Câble écran, c'est bon. Câble trackpad, c'est bon. Câble voyant, c'est bon. Câble noir et blanc qui passe à travers tout le PC. Attends, mais comment je suis censé le démonter celui-là? Le tuto que je regardais me disait d'utiliser la force. Donc je passe en mode macaque. Et macaque, il arrache le câble. Macaque, il démarre le PC. Macaque se rend compte que le PC il démarre plus. Macaque, il a peur. Macaque se rend compte qu'il est 23h. Macaque envoie un message au pote qui m'a filé le PC. Et Macaque présente ses excuses. Car le PC ne démarre plus. Macaque se dit que même s'il était réparé, Macaque ne trouverait jamais de disque dur compatible. Macaque mange son seum. Et finalement, Macaque s'endort. Sérieusement, je pensais vraiment que c'était la fin pour ce PC. Il y a encore quelques mois, je savais pas vraiment réparer des PC portables et j'improvisais beaucoup. Et j'avais déjà briqué un Lenovo car je ne savais pas très bien manipuler mes outils. J'avais foiré beaucoup de vis sur beaucoup de PC car j'utilisais pas les bons embouts et globalement j'étais très maladroit.
J'ai ce PC qui traîne dans mon armoire et qui démarre plus. Je vais quand même essayer de le faire démarrer. Attends, la RAM. Putain, elle est dans le sol. La RAM, elle était pas branchée. Je pensais qu'il y a quelques semaines, le PC, il était capoute à cause du fil que Macaque a sectionné. Je pensais que donc c'était le fil pour démarrer. Dire il y avait un plus, un moins. Macaque pense que c'est fil pour démarrer. Mais non, c'était la RAM qui était pas branchée qui empêchait le PC de démarrer. Ça change pas le fait que rien ne fonctionne sur ce PC. J'étais quand même refait que le PC démarre pas. Parce qu'il n'y a pas de système. Et oui. Ouais, t'es chez toi cet après-midi? Non, pourquoi? J'aurais besoin d'un HDD 2/5 en IDE. T'en as un dans l'autre PC portable. Et dans ton cul. Non, je rigole. Non mais je sais qu'il y en a un. Peut-être dans celui qu'on n'arrive pas à ouvrir. Hein. Bah il y a un accès rapide au HDD. Dis, je peux encore venir pour charger le disque dur ou pas? Tu peux, mais il est coincé dans le PC portable. Si, il y a un accès rapide, t'inquiète. Si tu le dis. Hein. Ouais, non, au pire je charge demain. 24 août. Je vais chez mon pote. L'après-midi, on fait pas grand chose. On teste plutôt le nouveau PC qu'il a build avec un Ryzen 5 3600 et une Quadro K620. J'en profite pour lui taxer le disque dur. Le nom du modèle du disque dur, c'est le Toshiba MK3021 Gaz, qui porte extrêmement bien son nom. Pourquoi donc? J'ai pas réussi à enregistrer le son dans une super qualité, mais le son était globalement celui d'un 1.9 litre TDI Decata. Et le disque est tellement bruyant que je décide de ne pas le laisser dans aucun de mes PC, car il risque d'exploser à tout moment vu les bruits qu'il me fait. Je décide donc de prendre une décision que j'aurais dû prendre il y a un peu longtemps. Je mets le disque dur de mon HP Pavillon dans le Toshiba Satellite, de manière temporaire. Il faut noter que le disque dur du PC va changer plusieurs fois, le temps que je trouve une solution durable. Et quelques jours plus tard, je remplace aussi le lecteur CD, mais bon, ça on s'en fout. Et c'est bon, il démarre enfin ce FDP. Sur le disque dur, j'avais mis Debian 12, à partir du HP Pavillon pour comparer les perfs de ce Toshiba à mon Pavillon. Et je fais un stress test tout simple. Oui, c'est pas du pipeau. Le PC est tapé du 115 degrés et le ventilateur tournait à 5700 tours minute. C'est plus rapide que le HDD dans le PC. C'est-à-dire le HDD c'était 4200, 5400 tours minute. Là le ventilateur il tourne plus vite. C'est quand même un exploit technologique de faire tourner un ventilateur aussi vite, mais de ne pas réussir à faire un système de refroidissement efficace. Là je me dis putain c'est chaud dans le sens littéral. Mais je remarque aussi les points positifs du PC. Et oui, il y en a. Après l'avoir mis sur Ubuntu 14, je teste la sono du PC et il met presque une raclée à mon setup fixe. Et là, il est sur Linux. J'ai pas vraiment de problème contre Linux. Mais il faudrait peut-être mettre Windows. Le PC était designé pour Windows XP, ça serait quand même bien. Et c'est là que les emmerdes, elles commencent. Alors je sais pas trop comment annoncer ça car ça va devenir le focus principal de la vidéo. Lorsque j'ai installé Windows, j'ai été logique. Il y a un logo Windows XP. J'ai évidemment mis Windows 11. Il a eu 300 FPS sur Counter-Strike 2 en 1080p. Fini. Enfin, presque, à quelques détails près. J'ai tenté de mettre Windows XP et pas Windows 11 et il ne peut pas lancer Counter-Strike 2. Et l'écran, c'est du SVGA 2, 1024-768. Installer Windows XP, c'était déjà une aventure en elle-même parce que la CPI du PC, une sorte d'extension du BIOS qui permet de communiquer avec le matériel pour la veille, n'était pas compatible avec Windows XP. Je me répète, un PC officiellement compatible avec Windows XP n'est pas compatible avec Windows XP à cause d'un défaut du BIOS. Je me répète, il supporte Windows XP, mais pas vraiment. Oh, ça va, c'est qu'un Toshiba Satellite. Qu'est-ce qu'on risque? J'espère que c'est clair. Avec un peu de recherche, j'ai pu bypass le check du BIOS et de la CPI, mais je perds des fonctionnalités un peu importantes, comme la veille, l'hibernation et d'autres trucs connexes. Notamment lors des redémarrages, il m'affiche des glitches un peu bizarres, je vous montrerai à l'écran. Je cherche les drivers chez mon pote et on regarde ce Driverscape, et là il me manque les drivers audio. C'est un PC qui a été fait pour le son, donc c'est un poil embêtant. Le driver Wi-Fi, le driver CPAD, le driver Bluetooth, indicateur de batterie, car figurez-vous que la batterie a encore 84% de sa capacité d'origine. Le driver USB 2, on est bloqué en USB 1.1. Et pour finir, le Toshiba HW Setup, l'utilitaire qui permet de paramétrer le BIOS. Car sinon, on peut que paramétrer la dateler. Une fois chez moi, j'approfondis la recherche de drivers et je finis par trouver des versions de HW Setup qui ne sont pas compatibles avec le PC. Pour le driver son, j'ai tout essayé. Tous les drivers, Windows Update, SDI, aucun n'arrivait à faire fonctionner la carte son Yamaha. Le Wi-Fi et le Bluetooth, en fait, c'était les câbles du Wi-Fi et du Bluetooth, le blanc et le noir,
que Macaque avait arraché. Là, je cherche des drivers dans les tréfonds d'internet et je trouve un lien pour acheter le CD driver sur Walmart pour 7€. Là, je me dis, c'est trop cher. Jamais de la vie, je paye autant pour les pilotes. Et je l'ai vite regretté. Et le lien a disparu. Je tente avec beaucoup de logiciels pour les drivers, mais sur Windows, le PC me fait un doigt d'honneur sur un doigt d'honneur. C'est-à-dire doigt d'honneur au carré. Pas moyen que ce truc marche. Là, ça commence sérieusement à me les briser. Donc je passe le PC sous Windows 7 pour avoir un peu plus de compatibilité. Oui, hein? Ah merde, oui, la CPI. J'ai du patch aussi Windows 7 pour que ça fonctionne avec la CPI. Et là, il y a encore moins de drivers qui marchent. Notamment un driver, le driver graphique, qui n'est jamais sorti sous Windows 7. Comme vous ne le savez peut-être pas, le driver officiel le plus récent, c'est le 5677 ou le 173, qui n'est pas officiel plus ou moins. C'est pas une graphique toute jeune non plus. Et Windows Vista dans tout ça, là c'est carrément un non que le PC me fait. Le patch d'ACPI pour Windows XP ne marchait pas et celui de Windows 7 non plus sur Windows Vista. Et en allant sur des forums sur internet, j'ai lu que c'était simplement pas possible. J'en ai marre et je remets Linux en attendant. Ça m'a vraiment saoulé. Au moins Linux sur le PC il marche. Puis là, je décide de ranger le PC dans l'armoire et l'histoire s'arrête là. Non, évidemment c'est une blague, mais c'est vrai que je range le PC dans l'armoire pour quelques temps. Jusqu'au 7 septembre, où le PC a regagné de l'intérêt pour moi, car un pote m'a filé de la pâte thermique. Je me dis que, vu le bruit d'avion qu'il fait et les températures qu'il obtient, qui sont à 3 chiffres, alors que le PC il compte pas en Fahrenheit, ça serait adapté. Ça serait adapté de changer la pâte thermique. Je démonte alors la bécane. J'accède au moteur, j'enlève les bougies, et pour accéder au refroidissement, c'est un peu chiant. T'es censé sortir la carte mère du boîtier pour démonter le refroidissement par l'arrière. Mais vas-y, j'ai pas envie de prendre 3 heures pour un changement de pâte thermique. D'autant plus que, en démontant tout, mon instinct de macaque va revenir. Non, attends. Dis pas que c'est pas vrai. Ils ont foutu la pâte thermique sur le PCB. Et aussi, il y a une trace de brûlure sur le refroidisseur. Trop bien. Mon hypothèse était donc que le premier propriétaire du PC ne l'a pas utilisé très longtemps, à en juger par la batterie d'origine, avec une capacité somme toute impressionnante. Car le PC chauffait trop. C'était un peu étroit pour nettoyer l'ancienne pâte thermique et appliquer la nouvelle. Un rouleau d'essuie-tout a été sacrifié pour ça. Pas le rouleau entier, mais quand même. Je visse avec beaucoup de pression le refroidisseur CPU, et pour la carte graphique, il n'y a pas vraiment de système de pression, donc j'ai temporairement mis du poids dessus le temps que la liaison se fasse, et j'ai scotché pour que ça tienne bien, et là actuellement le contact thermique se fait très bien. On passe de 70-90 degrés en idle à 50, et en activité on passe de 115 degrés à 80 degrés max. Il n'y a pas à dire, la MX4 elle fait vraiment des miracles sur ce PC, je m'attendais pas à avoir une baisse de chauffe aussi énorme, même sur mon PC fixe, lorsque j'ai changé la pâte thermique, j'ai pas eu autant de perf en plus, de réduction de température, mais j'ai encore du boulot à faire. Sauf qu'en remontant le PC, il se pourrait effectivement que j'ai fait une petite erreur. J'ai mal positionné le caisson de basse, et maintenant le son du PC c'est ça. Ouais, j'ai encore du boulot à faire, mais au moins maintenant, il me crame plus entre les doigts, c'est déjà ça. Et puis j'entends plus le ventilateur. Prochaine et dernière étape, mettre ce Windows XP dessus avec des drivers fonctionnels. Au passage, le 28 septembre, je récupère les 7 disques durs idéaux que j'avais commandés sur le Bon Coin. Alors certes, j'avais déjà trouvé un disque dur de remplacement, mais c'était bancal. Plus tard, j'avais même mis un disque dur définitif dans le PC. On passe de 30 Go, 4200 tours minute avec 2 mégas de cache, à 100 Go, 5400 tours minute et 8 mégaoctets de cache. Et là, il s'est passé une période de 2-3 mois où il n'y avait pas grand chose. J'en ai eu un peu marre d'utiliser Linux sur le Toshiba. C'est bien en soi Linux, mais j'aimerais utiliser ce PC pour faire de la prod, ou juste faire n'importe quoi avec Vocaloid, parce que c'est marrant. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque, dans les années 2000, n'est-ce pas? Là, je vais sur beaucoup de sites de torrent, archive.org et d'autres sites dont je vais pas nommer parce que sinon je vais faire dégager ma vidéo. Et je finis par trouver un fichier qui s'appelle toshiba.iso. Un fichier ISO. Je télécharge le fichier et je ne fais rien. J'attends encore quelques jours à cause de la flemmardise. Puis au bout de quelques jours, je sors de mon état de flemme avec un Windows XP fraîchement installé sur ce Toshiba Satellite. Je suis prêt à en découdre. Je décompresse l'ISO avec cette zip après un très long transfert réseau et c'était en fait un ISO bootable avec une installation modifiée Windows. Bon, très bien, on va le graver sur un DVD qui servira de sacrifice. Et là, l'installateur est en anglais. Alléluia. Puis après, avoir setup le système, ce qui a été très long. J'ai un OB qui est similaire à Windows XP, mais il est en russe. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Je laisse redémarrer, et j'ai du son. Mais j'ai pas entendu un son que j'aime bien. Windows Vista, on n'est pas sorti de l'auberge.
Et sur le bureau, je vois que j'ai le logo de McAfee. Puis j'en déduis qu'il s'agit d'un ISO de récupération Toshiba OEM de 2005-2006 de l'époque de Windows Vista, qui contient bizarrement des drivers compatibles avec mon Toshiba, ou au moins des trucs proches. Je peux pas certes modifier tous les paramètres du BIOS, mais maintenant j'y ai enfin accès avec l'application sur Windows, et maintenant j'ai enfin une idée de ce que je peux modifier dans le BIOS. J'ai aussi trouvé un manuel français du Toshiba sur le site de Darty en attendant, qui documente super bien le PC. Il y a 273 pages, c'est un bonheur à lire. Ah mais vraiment, tous les matins je me le lis, c'est génial. Franchement, vous vous ferez pas chier à le lire. Mais il reste un souci. Les drivers fonctionnent maintenant, mais ça reste sur Windows Vista, quoi. Windows Vista. Et là, ce qui marche mal, c'est le driver graphique. Presque le plus important. Voici mes options. Installer la version ultime de Windows XP pour avoir accès à quelques drivers en plus, comme le SATA ou l'USB 2, et peut-être même les drivers Toshiba, puisque le mec qui a fait cet ISO ultime, il a incorporé beaucoup de drivers propriétaires. Ensuite, je tente de backport les drivers de Windows Vista pour l'audio et peut-être HW Setup, mais bon, c'est un peu foireux. J'ai aussi la solution de chercher les ID de chaque périphérique sur internet, mais Linux me détecte mal certains périphériques comme le Wi-Fi ou le Bluetooth, et il reste une option. Contacter Toshiba. Non, quelqu'un l'a déjà fait pour moi. Ce mec est très gentil, mais Toshiba lui ont globalement dit non. Faut contacter Dynabook, une société externe qui gère les drivers. Sauf que ils ont supprimé les drivers, et je pense pas qu'ils ne daigneront à me les fournir. Et c'est vraiment dommage, parce que je n'ai pas réussi à trouver les drivers de ce PC, parce qu'il était très bien quand il était sorti. Et le laisser sur un Linux de 2014, je trouve pas vraiment que ça lui fasse correctement hommage. Je dis pas que Linux c'est pas bien, au contraire. Mais que pour un PC de cette époque, Windows XP c'est bien plus cohérent. D'autant plus que j'ai tenté de rentrer en contact avec le protagoniste ayant acheté le PC en 2003, mais sans réel succès. Puisque je ne laisserai pas ce laptop mourir, on peut dire que moi aussi je suis un antagoniste, t'as vu. Putain, c'est incroyablement cringe, oh mon dieu! Aussi, j'ai volontairement pas mentionné cette information, mais le prix du PC valait 3000 € en 2003, 4500 € pour l'inflation en 2025. T'avais quand même les meilleurs composants à ce prix, sauf la carte graphique. Et sérieusement, Toshiba, vous aurez quand même pu faire un effort, parce que cette infâme GeForce FX avait des... C'est nul, y a pas de débat. Et le PC, il avait des fonctionnalités pas mal pour l'époque, notamment le port de carte PC, les 3 ports USB 2.0, ce qui n'était pas forcément standard à l'époque. Même aujourd'hui, t'as plein de PC qui sortent sans USB-A, on est à l'eau quoi. Un trackpad avec écran dessus, un emplacement de disque dur supplémentaire ou de batterie supplémentaire, et je pense que c'est parce qu'ils étaient au courant qu'avec une batterie de 84 Wh, tu fais quand même pas des miracles avec un Pentium 4. Je finirai la vidéo sur le fait que ce PC il est assez rare. J'ai fait quelques recherches, et même sur eBay, et le Bon Coin, j'arrive pas à trouver quelconque PC de la famille des 5200. Mais je sais que je suis pas le seul à en posséder. Si vous trouvez des personnes qui en possèdent, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez des archives de drivers, n'hésitez pas à me les passer. Et sur ce, je vous dis au revoir, peut-être à la prochaine.